Mais je ne porterai jamais ça, c'est trop moche. Sue Ellen se tenait devant le grand miroir du vestiaire où les membres de la troupe essayaient leurs costumes. La robe dessinée par Christie tombait, simple et droite, avec un col à ras du cou. Oh mon Dieu, s'exclama Madame Burnham. Reginald Jones la trouvait parfaite. Eh bien, pas moi, aboya Sue Ellen. Que lui reproches-tu demanda Christie. D'une voix lasse, le manque de sommeil, les longues heures passées à travailler au costume l'avaient épuisée, et elle n'avait nulle envie de se disputer avec Sue Ellen. Ce que je lui reproche, jamais Dulcinée n'aurait porté pareille horreur. Bien sûr que si, Dulcinée n'était pas, après tout, qu'une paysanne, et ça te va très bien. Ses camarades gloussèrent, et Christie se mordit les lèvres, regrettant ses paroles. Elle n'avait pas voulu provoquer Sue Ellen, mais elle était en colère et fatiguée. Sue Ellen se tourna vers elle et, les poings sur les hanches, lui jeta un regard haineux. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, s'écria Madame Burnham, désemparée. Qu'elle fasse un peu moins de manières et qu'elle le remette une bonne fois à sa place, pensa Christie en voyant le professeur faire de grands gestes. Puis soudain, elle sentit une odeur de foin et il lui sembla voir un éclair d'argent zébrer l'espace. La laissant étourdie une seconde, alarmée, elle regardait les autres, mais apparemment, ils n'avaient rien vu, ni rien senti. Christie fut prise de panique. Voilà qu'elle avait des hallucinations en plein jour, maintenant. Le visage de Madame Burnham s'était durci. Elle considérait maintenant Sue Ellen d'un regard froid en s'efforçant de ne plus gesticuler. Madame Burnham perdit aussi son temps affecté pour déclarer durement: Tu la porteras. Christie a beaucoup travaillé sur ses costumes. Nous n'avons pas le temps de te faire une autre robe. D'autant plus que celle-ci a reçu l'approbation d'un grand styliste. Il n'y a rien à lui reprocher. Tu es peut-être la vedette féminine de la pièce, mais si tu tiens à jouer les stars capricieuses, je confierai ce rôle à ta doublure. Bouche bée, les jeunes comédiennes regardèrent cette nouvelle Madame Burnham, le visage de Sue Ellen s'empourpra, puis pâlit. Je, je ferai comme vous voulez, Madame Burnham, bredouilla-t-elle. Christie resta perplexe. À quoi et à qui devait-elle cette victoire? Christie retrouva Scott à la cafétéria pour le déjeuner. Et tu n'as pas l'air en forme, remarqua-t-il quand il la vit. Elle lui répondit sur le ton de la plaisanterie. Ce ne sont pas des choses à dire à une jeune fille. Mais son sourire était las. En fait, je suis éreintée. La pièce te donne beaucoup de travail. Oui, mais il n'y a pas que ça. Veux-tu que nous en parlions? Christie réfléchit un instant. Elle avait horreur de se plaindre, préférant assumer seule ses difficultés. Mais tout de suite, un doute surgit. Ces cauchemars, la mort de Faucon, l'avaient profondément marquée. Elle pourrait peut-être s'ouvrir à Scott de ses problèmes avec Sue Ellen, mais elle hésitait à lui révéler ce qu'elle considérait encore comme un produit de son imagination. Cela ne regardait personne. Sue Ellen commence à me taper sur les nerfs, et puis je ne dors pas assez, dit-elle. À cause d'elle? Non, pas ça. C'est encore autre chose, soupira-t-elle. Sue Ellen m'en veut. Dieu, subhanahu, sait pourquoi. Elle croit que j'ai voulu enlever Faucon à Murray. Mais je ne pense pas que ce soit la vraie raison de son antipathie, pour ne pas dire sa haine. Scott resta un instant silencieux. Cela n'a rien à voir avec toi, Christie, dit-il enfin. Il y a autre chose là-dessous, et cela remonte à bien longtemps. Plus d'un siècle, peut-être. Ton grand-père, Moncrieff, et celui de Sue Ellen sont tous deux originaires d'Écosse. Et c'est là-bas qu'il semble que tout ait commencé. Une féroce rivalité a opposé les Moncrieff aux Lindsay. Et ni les uns ni les autres ne l'ont jamais oublié. Cela peut sembler complètement stupide d'entretenir une aussi vieille rancune, mais même une fois les membres des deux familles installés en Amérique, ils ne se tendirent jamais la main. Puis le grand-père Lindsay mourut et le père de Sue Ellen reprit l'exploitation familiale. C'était une belle propriété, mais Lindsay s'est mis à boire. Il a fini par s'endetter au point de devoir mettre en vente la ferme. Et c'est ton grand-père qui l'a acheté. Il a offert à M. Lindsay d'y rester comme gérant, mais l'autre n'a rien voulu savoir et il a préféré se faire engager ailleurs comme fermier. Il a fait courir le bruit que ton grand-père lui avait jeté un sort pour lui prendre ses biens. Bien sûr, personne n'a cru à ces sornettes, mais Sue Ellen a grandi dans cette atmosphère de haine envers les Moncrieff. Voilà pourquoi elle t'en veut autant. De plus, ta famille est riche, alors que la sienne
Tire le diable, allez, Lana parle que. Christie hocha pensivement la tête. Évidemment, dit-elle, cela explique mieux son attitude à mon égard. Mais cela n'excuse pas sa méchanceté. Christie songea de nouveau à l'histoire du chasseur du clan Lindsay. Consignée par son grand-père dans ses notes, était-elle à l'origine de cette rivalité entre les deux clans? Scott se mit pris sur son silence et lui pressa doucement la main. Tu aimerais bien devenir son ami, n'est-ce pas demanda-t-il. Laisse-moi faire. Nous avons grandi ensemble, tu sais. Peut-être acceptera-t-elle de m'écouter. Christie lui sourit. Si tu veux, balbutia-t-elle. Cette brève conversation la soulagea. Elle avait gardé tout cela en elle trop longtemps. Devait-elle lui parler aussi du livre de famille rédigé par son grand-père? Ses craintes lui semblaient stupides quand elle était avec Scott, et par ailleurs, il ne pouvait rien pour elle à ce sujet. Elle jugea préférable de se taire. À propos, nous recevons l'équipe de Brighton en match aller mercredi soir, jeta soudain Scott. Tu viendras? Christie avait oublié que les demi-finales étaient si proches. J'aimerais bien, dit-elle. Quelles sont nos chances, d'après toi? Bonnes. Nous en aurions de meilleures si Faucon était encore là. Mais nous devrions quand même nous en tirer. On s'attend à la sortie après la victoire. Il lui sourit, heureux de la confiance qu'elle lui portait. Les costumes de la pièce n'étaient pas complètement terminés, et Christie se remit d'arrache-pied au travail. Aidée par les autres filles, elle fit toutes les retouches finales. Le comportement de Sue Ellen était inexcusable, mais la pièce importait plus qu'une rivalité de personnes ou une vieille rancune. Christie en avait décidé ainsi, et la robe de Dulcinée fut achevée la première. Mary l'appela au téléphone le mercredi après-midi. Sa voix était faussement enjouée. Tu vas voir le match ce soir? Oui, et toi? On pourrait y aller ensemble. Bonne idée. Tu as rendez-vous avec Scott après? Oui, Christy craignait que Marie ne se sente exclue. Dans ce cas, je pourrais venir te chercher. J'ai la voiture de mes parents ce soir. Inutile de déranger les tiens. Le stade Herbert Hoover était comblé. Les tribunes réservées au collège formaient un véritable damier noir et or, tandis que celle occupée par les supporters de Brighton n'était qu'une immense tache rouge et bleue. Les deux équipes s'échauffaient déjà sur le terrain. Christie aperçut Scott qui s'entraînait à faire des passes à ses coéquipiers. C'était étrange de ne pas voir Faucon courir en étirant ses longs bras pour cueillir en vol le ballon. Le collège aurait-il une chance sans lui? Brighton donna le coup d'envoi et la partie commença. Les deux équipes semblaient de force égale, et le jeu se disputait la plupart du temps au milieu du terrain. Brighton marqua le premier point sur un coup de pied à 30 mètres des poteaux, puis les Troyens de Bethel égalisèrent. Après une belle descente de l'arrière droit, qui mit à profit une erreur de la défense adverse, Scott se donnait à fond. Cible privilégiée de ses adversaires, il était sans cesse plaqué, mais il se relevait toujours, et Bethel contint les attaques de Brighton pendant la première demi-heure de jeu. Hélas, Jack Cole, le meilleur défenseur de l'équipe, fut blessé avec sa défense amputée de son pilier. Bethel céda peu à peu du terrain et concéda 3 points à Brighton. L'offensive reposait désormais sur Scott, mais Faucon et Jack Cole lui faisaient cruellement défaut. Il devait passer le ballon à des joueurs moins adroits et moins rapides, qui ne savaient pas exploiter ses passes. Bethel échouait dans toutes ses attaques, et face à la pression de Brighton, ne menait le plus souvent qu'un jeu défensif. Scott se démenait comme un diable, et ses adversaires ne le ménageaient pas. Les plaquages étaient de plus en plus durs, et Scott, qui finissait par accuser les coups, se relevait de plus en plus lentement. Christie souffrait pour lui. Il ne restait plus qu'un quart d'heure de jeu, et les Troyens de Bethel se jetèrent désespérément dans la bataille. Scott fit quelques belles passes, mais ses coéquipiers, une fois de plus, ne surent les exploiter. Il tenta alors de monter seul vers les buts adverses, mais les joueurs de Brighton resserrèrent leurs étaux autour de lui. Sans Faucon pour le soutenir, Scott ne pouvait rien. Il termina sa dernière tentative de percer sous la ruée de ses adversaires. Christie avait la gorge serrée. Brighton avait gagné, mais seul le sort de Scott lui importait. Elle observa les joueurs qui se retiraient l'un après l'autre de la mêlée sous laquelle gisait Scott. Il se releva le dernier, il boitait pas. Mary pressa la main de Christie. Ce n'est pas grave, dit-elle. Christie regarda Scott quitter le terrain
en s'appuyant sur l'un de ses coéquipiers. Quand il la retrouva à la sortie du stade, il boitait encore. Christie accourut vers lui. Oh, Scott, s'écria-t-elle en passant son bras autour de sa taille. Je peux t'aider? Oui, mais ne me serre pas trop. Elle leva la tête vers lui et lui sourit. Tu as vu comment ces types m'ont traité? Dit-il en gloussant. Je m'attendais à ce que tu descendes sur le terrain pour leur tirer les oreilles. Elle lui rendit son sourire, le trouvant merveilleux. Christie réalisa vraiment la place qu'il tenait dans son cœur. Elle l'aimait. Sa seule présence lui procurait une joie immense. Ils retournèrent à la pizzeria et il gémit en se glissant sur la banquette. Ils mangèrent en silence pendant un moment. Il y avait une expression de tristesse qui flottait dans les yeux de Scott. Tu te sens bien? Demanda Christie. On aurait pu gagner si Faucon avait été là. Il prononça ces mots d'une voix douce. Christie comprit que c'était sa façon à lui d'exprimer ses regrets envers son ami disparu. Il n'en avait jamais parlé en public, contrairement à certains qui s'étaient lamentés avec trop peu de pudeur pour être sincères. Scott et Faucon jouaient depuis longtemps ensemble. Ils avaient formé un tandem solide qui avait amené bien des victoires. Christie ne put réprimer ses larmes. Scott avait courageusement caché sa peine jusque-là. Tendant le bras par-dessus la table, elle lui prit la main et posa un baiser sur ses doigts. En moins, ce qu'il y a de bien dans cette défaite, c'est que je pourrais te voir plus souvent maintenant, dit-il ravigoté. Fini l'entraînement et les réunions de l'équipe. Fini toutes ces heures passées à décortiquer les tactiques de jeu sur les films vidéo. Elle sourit. La vie était belle, quand même. Je vais enfin pouvoir faire de connaissance de ton cheval. Il s'appelle Prince, n'est-ce pas? J'ai hâte de te voir monter. Puis-je venir demain? Christie acquiesça avec un grand sourire.